Ce mois-ci, j'ai vu 40 ans toujours puceau. Alors, c'était la première fois que je découvrais Judd Apatow, le réalisateur. Ça m'avait jamais vraiment donné envie. J'ai eu envie de regarder ça après avoir vu l'épisode de Valentin Bréauret sur Judd Apatow, justement. Donc, je me suis dit, bon, bah, s'il est considéré comme un réalisateur de films d'auteur, et non pas juste comme un réalisateur de comédie débile et oubliable, que je peux aimer, hein, j'ai aimé American Pie, donc, bref. Bah, je me suis dit, je vais regarder. Il se trouve que le film était vraiment très sympa, j'ai vraiment bien aimé, et pour moi, c'est pas juste une comédie, vraiment pas. Il y a des idées derrière, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à son personnage, on le sent. Il a envie de comprendre ces gens, peut-être que c'est une histoire vécue, je ne sais pas, pour le réalisateur ou le scénariste. Il essaie de comprendre un petit peu ces personnes, comment ils ressentent à 40 ans d'être encore puceaux, comment ils se débrouillent avec les femmes, tout ça. Et le film n'est jamais vraiment cliché, ou il le prend jamais vraiment... Bon, c'est vrai que ça reste une comédie, donc des fois il faut qu'il y ait des situations drôles et on le prend un peu pour un con, mais c'est pas vraiment prendre pour un con de façon vraiment méchante, c'est toujours un petit peu... Voilà, moi je pense pas que ce soit vraiment blessant pour une personne qui serait dans ce cas-là. Et moi je trouve que c'est pas... Moi je m'attendais à un truc comme American Pie, en fait, j'aurais pu aimer, hein. Mais vraiment pas, c'est le truc le plus intéressant, c'est le personnage, ses relations, comprendre son comportement, comprendre pourquoi il en est arrivé là, comment il le ressent surtout. Franchement, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Et je vois beaucoup de commentaires qui prennent vraiment ce film comme simplement une comédie. Moi, je l'ai vraiment pas pris comme ça, donc après, voilà, peut-être que vous trouverez que c'est pas une thématique assez importante, mais moi je trouve qu'on peut s'intéresser à ça. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que on pourrait pas faire un film intelligent sur ça. Après, c'est une comédie, donc c'est vrai que le film est drôle. Enfin, je veux dire, moi j'ai plus rigolé devant American Pie. Mais le film est assez drôle quand même. Il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont fait marrer. La scène où il se fait épiler, la scène où il va chercher des meufs en boîte et ses potes lui disent des meufs bourrées, donc là il ramène une fille qui est complètement défoncée, qui est même pas capable de comprendre ce qu'elle fait. Enfin voilà, il y a pas mal de scènes vraiment assez marrantes. Autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est la mise en scène. Bon, alors la mise en scène au niveau des plans n'est pas des plans, des travelling, enfin c'est toujours assez simple. Et je veux dire, au niveau du visuel, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Enfin, il y avait pas mal de plans assez sympas, les décors étaient jolis, les couleurs bien travaillées. Les plans, bon après ça restait des plans assez simples, juste placer la caméra on va dire. Il n'y a pas de travelling ouf, des trucs que je kiffe vraiment. Mais au niveau des couleurs, au niveau des décors, c'était très sympathique. Et franchement j'étais agréablement surpris même. Après pour passer sur les acteurs, on a vraiment l'impression qu'en fait c'est son pote quoi dans la vraie vie. Je pense que c'est ça parce qu'ils sont tous très sympathiques. Et Steve Carell, pour une fois, m'a plu. C'est vrai que j'aime pas trop cet acteur d'habitude. Enfin, je l'ai pas vu dans énormément de films. Et Foxcatcher, j'ai pas aimé. Je dois avouer qu'il arrive vraiment à jouer les deux côtés. À la fois le comique et le tragique. Hein. Je l'ai vu aussi dans Dieu Bruce Tout-Puissant. Je l'aimais pas trop, ce personnage d'ailleurs. Enfin, il y a une scène qui est assez marrante, mais j'aime pas trop ce film non plus. Mais franchement, c'est pas juste une comédie. Et ça peut être très intéressant, donc franchement je vous invite à le regarder, ça sera pas non plus mon gros coup de cœur, mais franchement il est très sympa ce film, et Judd Apatow, je vais voir un petit peu ce qu'il a fait, j'espère qu'après il est peut-être, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop tombé dans le cliché, dans le cliché, vraiment tombé dans du comique un peu débile, j'espère pas, je vais voir, voilà, je vais découvrir, et puis on se retrouvera d'ici quelques temps pour une prochaine review sur un de ses films. Ce mois-ci, j'ai vu Le Nouveau Monde, réalisé par Terrence Malick. Alors, il me reste qu'un film de lui à voir maintenant. Non, il me reste Night of Cups, son dernier aussi que j'ai pas vu. Et il me restera La Balade Sauvage, c'est tout premier, deuxième ou premier film qu'il a fait. Peut-être le premier même. Alors, Terrence Malick, pour résumer vite fait, The Tree of Life, j'adore. La Ligne Rouge,
J'ai même pas pu le finir jusqu'au bout, mais je vais le remettre parce que franchement, en vue de celui-là, faut que je remate. Les Moissons du Ciel, super aussi. Et c'est tout ce que j'ai vu en fait, parce qu'il a pas fait beaucoup de films, il a fait 6 films dans toute sa carrière. C'est un truc de fou d'être considéré comme un aussi grand réalisateur en ayant fait aussi peu de films. Bref. Le Nouveau Monde, l'histoire de colons espagnols. Je sais plus la nationalité, excusez-moi. Ça doit peut-être anglais quand même, parce que tous les acteurs sont américains, donc je pense. Ou anglais, enfin bon bref. C'est pas vraiment le plus important, leur nationalité, qui viennent vivre sur la même île où vivent déjà des indigènes. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu leur truc, leur relation. Il y en a un qui est joué par Colin Farrell, qui est viré de chez les colons et qui va vivre donc avec les indigènes, va avoir une romance avec une femme et voilà. J'en dirai pas plus. C'est peut-être ma plus grosse claque de ce mois-ci, non, peut-être pas, mais franchement j'ai vraiment kiffé ce film. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi j'ai pas réussi à finir La Ligne Rouge, parce que ça s'apparentait quand même beaucoup. La différence c'est qu'on a transposé cette histoire je vais dire, c'est du 15e siècle, ou peut-être 16e siècle, je sais pas. Cette histoire du 15e siècle, 16e siècle a été reportée au 20e siècle avec la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique avec les aborigènes, là cette fois-ci, ou amérindiens, indonésiens. Faut que je le regarde une nouvelle fois parce que je sais pas pourquoi j'ai pas aimé en fait. C'est bizarre parce que j'aime le cinéma de Terrence Malick, je dois l'avouer. C'est plutôt paradoxal, c'est vraiment très lent, mais il y a des réalisateurs, quand leur mise en scène qui est lente sert à quelque chose, moi je peux. C'est-à-dire que les réalisateurs qui font des films lents pour se dire film d'auteur, tout ça, qui ne mettent aucune ambiance, je peux pas. Moi, en réalisateur un peu comme ça, si je puis les mettre dans une catégorie, il y a Haneke que j'aime beaucoup, j'en parlerai le mois prochain, pour le mois de mars, parce que j'ai vu un film de lui récemment, et il y a Terrence Malick. C'est vrai qu'au début, on est un peu déboussolé si on n'est pas familier au cinéma de Terrence Malick, c'est que c'est vraiment long, et je dois avouer que à la fin de la première heure, et ben finalement j'étais pas sûr d'aimer vraiment le film. J'aurais même pu à tout moment arrêter le film à la même façon que La Ligne Rouge, sauf que La Ligne Rouge j'ai dû arrêter au bout de 40 minutes, un truc comme ça. Comme d'habitude, Terrence Malick gère à la perfection sa photographie. C'est vraiment un des meilleurs, le réalisateur qui filme le mieux la nature. Je vais pas être très original en disant ça, mais voilà, pour moi c'est quand même ça. C'est juste magnifique, on ressent vraiment l'envie d'aller dans ces endroits, on sent l'amour derrière sa caméra pour la nature. On sent vraiment qu'il aime ces paysages et qu'il a envie de les filmer de la façon la plus belle possible, et des plans vraiment sublimes. Des plans au niveau, je veux dire, de la façon dont il les fait, ils sont pas ouf, hein, je veux dire, c'est juste peut-être une caméra qui va passer dans des hautes herbes, et ça fera quand même un truc magistral, et vraiment, j'adhère totalement. C'est vrai que des films sur la nature, tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi en tout cas, j'en vois pas trop les films. Non, ouais, j'apprécie vraiment ce qu'il peut faire avec cette mise en scène là. Ce que j'ai aimé, c'est que au bout d'une heure, c'est vrai que c'était assez long, mais le film m'a touché. Vraiment, je trouvais cette romance entre Colin Farrell et l'Indienne, puis Christian Bale et l'Indienne. Merde, j'ai un peu spoilé, excusez-moi. Mais bon, ça reste si vous allez sur Allociné, la trame ça sera ça, hein, c'est déjà dit. Mais voilà. C'est vrai que c'est touchant, quoi. Il prend par les émotions, et c'est vrai que j'ai du mal vraiment à être ému par un film. Il y a des gens qui pleurent devant des dessins animés, des trucs comme ça. Moi, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que je me force ou que j'y arrive pas, c'est que le film ne m'émeut pas.
Et là, c'est vrai que, bon, j'ai pas pleuré, hein, mais au fond de moi, je ressentais des émotions, je ressentais la douceur avec laquelle il filme toutes les situations, tout. C'est vraiment... j'ai adoré. Et puis rajouter à ça toute la thématique, enfin, je veux dire, l'affrontement un petit peu entre les deux, les deux origines, si je puis dire. Les Européens civilisés, et puis l'autre tribu amérindienne qui est considérée comme des sauvages, avec Colin Farrell au milieu, qui comprend que finalement les barbares c'est nous. Enfin bon, dit comme ça fait peut-être un petit peu cliché, mais dans le film c'est très intéressant. Voilà, c'est une thématique qu'on a déjà vue plusieurs fois dans certains films, hein, mais Terrence Malick se la réapproprie et fait vraiment du très bon boulot, avec sa mise en scène très, comment dire, très simple finalement, mais qui nous fait vraiment rentrer dans le récit. Au début on a du mal parce qu'il y a les longueurs, et les longueurs, il faut juste s'y habituer. Et une fois qu'on est habitué dans les longueurs, on est happé par le film, c'est vraiment une expérience superbe. Celui-là, je pense que je l'achèterai pour le mettre dans ma DVD tech. Faut que je revoie faut que je revoie La Ligne Rouge, La Balade Sauvage d'abord, Night of Cups. En vue de ce qui a été dit, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même dit que c'était Terrence Malick qui faisait du Terrence Malick. Justement, ce que je disais tout à l'heure, les auteurs, enfin des scénaristes, des cinéastes qui veulent faire réalisateur-auteur, enfin, et donc ils font des longueurs exprès pour faire des longueurs, donc apparemment c'est ce qui arrive avec Night of Cups. Je donnerai mon avis, je veux pas m'avancer plus que ça. Donc voilà. Comme je vous l'avais dit, donc ce mois-ci, je vais revenir sur des films que je connais déjà beaucoup. Un long dimanche de fiançailles qui est dans ma vidéothèque là-bas. Je l'ai revu ce mois-ci parce que je m'étais rematé Le Destin d'Amélie Poulain le mois dernier, La Cité des Enfants Perdus encore avant. Je suis vraiment fan de Jean-Pierre Jeunet. J'en ai vraiment jamais parlé, Jean-Pierre Jeunet, sur ma chaîne, parce que tous ces films, comme je vous l'ai dit, je les ai déjà tous vus et voilà. En fait, je me rends compte en revisionnant mes films, enfin il y a des films vraiment que j'adore de Jean-Pierre Jeunet, mais je me rends compte que je suis plus fan de sa mise en scène et de ses plans que de ses films en fait. Je dois avouer que Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou Un long dimanche de fiançailles sont pas des films que j'adore. Pourtant c'est des films que tout le monde aime de Jean-Pierre Jeunet. J'adore toujours sa mise en scène dans ces deux films. En fait, je les regarde principalement parce que j'aime la façon dont il a filmé Montmartre, j'aime la façon dont il filme la guerre, dont il filme l'époque de la Première Guerre mondiale, les années 1915. Mais je dois avouer que pour ces deux films-là, j'aime pas vraiment le scénario, l'histoire, les personnages, je suis pas trop fan. Je les regarde avec plaisir, mais c'est vraiment pas des coups de cœur. À la différence, pour moi, de son chef-d'œuvre, La Cité des Enfants Perdus, qui pour moi est excellent en tout point, c'est-à-dire la mise en scène, les décors, l'univers, le scénario, enfin les acteurs. Vraiment, je suis fan de ce film. Délicatessen, c'est pareil, c'est les deux films que je préfère de lui. En fait, j'aime peut-être plus le côté sombre de Jean-Pierre Jeunet, finalement. J'aime beaucoup Alien 4 aussi, qui aussi reste très sombre. Donc en fait peut-être que c'est le Marc Caro, en fait, le côté de Marc Caro que j'aime bien et la mise en scène de Jean-Pierre Jeunet. Le côté sombre de Marc Caro et la mise en scène de Jean-Pierre Jeunet que j'aime beaucoup. Donc ce mois-ci je me suis maté Un long dimanche de fiançailles. Déjà je l'avais vu une première fois, je l'ai quand même en DVD hein, mais j'avais pas vraiment adoré. Pourquoi ? Parce que pour moi le scénario est très embrouillé. Il y a beaucoup du mal j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y retrouver dans tous ces personnages, dans tous ces surnoms un petit peu farfelus, très Tardy. On retrouve beaucoup le côté Tardy, et j'aime beaucoup Tardy, notamment pour Adèle Blanc-Sec, qui pour moi aurait dû être réalisé par Jean-Pierre Jeunet, même si j'aime beaucoup la version de Luc Besson, mais voilà. Donc ouais, le scénario est très embrouillé, je trouve. J'ai vraiment du mal, ça fait 2 fois que je le vois et j'ai quand même beaucoup de mal à m'y retrouver.
Pour moi, enfin, je comprends pas la plupart du film, quoi. Vous allez peut-être me prendre pour un con, mais j'ai vraiment du mal à reconnaître les personnages. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vu la version commentée ensuite, après mon visionnage, et il y a justement Jean-Pierre Jeunet qui dit j'ai rajouté des surnoms aux personnages parce que c'est vrai que pour les Américains, ils se seraient embrouillés, ils n'auraient pas compris. Même pas que pour les Américains, hein, parce que moi je ne reconnaissais pas les visages des acteurs à chaque fois. Quand il y a des acteurs que je connais, ça allait à peu près. Gaspard Ulliel, bon ça va quand même, c'était le seul qui n'avait pas de moustache, et puis je reconnais bien son visage. Mais il y a d'autres acteurs que je connais pas forcément. Moi je les reconnaissais pas et j'avais du mal. Hein. C'est principalement toute l'enquête lorsqu'elle revient en fait sur le passé des anciens combattants qui ont combattu avec Gaspard Ulliel que j'ai du mal à comprendre. Après, vraiment comme d'habitude, pour moi Jean-Pierre Jeunet reste peut-être pour moi le meilleur réalisateur. C'est un peu paradoxal de dire ça quand je dis après que je n'aime pas le film, mais je dois avouer que sa mise en scène est juste incroyable, quoi. J'aime tout, les décors, les plans, les travelling, enfin les choix de filmer, les choix des choses qu'il décide de filmer, des plans magnifiques sur Paris, j'adore la petite maison, j'adore... c'est ce côté bien français que j'aime dans le cinéma et pourtant quasiment 90%, 95% des films que je vois sont des films américains. Mais pourtant vraiment c'est lui que je préfère et sa mise en scène est juste incroyable, quoi. Les acteurs qu'il caste aussi j'aime toujours. Audrey Tautou, bon ça fait 2 films dont je vais vous parler d'elle, hein, mais comme je vous dis elle joue un peu trop Amélie. Bon dans ce film ça passe encore, elle est encore on va dire jeune, donc enfin elle est jeune, donc ça va un petit peu avec cette naïveté. Mais dans l'autre film, L'écume des jours, ça passe pas trop parce qu'elle est quand même âgée d'une quarantaine d'années peut-être. Non, j'exagère peut-être. Mais ça passe pas en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je dois avouer aussi qu'un long dimanche de fiançailles a une scène finale plutôt émouvante aussi. Le dernier plan, juste vraiment le dernier plan, enfin, il n'y a pas qu'un seul plan, mais la dernière scène, on va dire, dans laquelle Audrey retrouve son chéri. Et vraiment, cette scène m'a bien touché, alors que finalement, je n'étais pas trop accroché ni à l'un ni à l'autre durant tout le film. Il manque quelque chose vraiment pour que ce film soit cool. J'aime bien, il filme super bien les combats, hein. Même si c'est vrai qu'il le dit dans le commentaire, il s'est beaucoup inspiré du Soldat Ryan, hein, qui est un film que j'aime pas trop non plus. Pour des raisons très personnelles, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison, le film n'est pas mauvais, mais moi je prends pas mon pied devant, quoi. Donc voilà, j'ai pas plus à dire sur Un long dimanche de fiançailles, la mise en scène de Jean-Pierre Jeunet est juste incroyable, et comme la plupart des gens, celui-là est le film préféré de Jean-Pierre Jeunet, enfin pour la plupart des gens c'est son chef-d'œuvre, avec Amélie Poulain, qui pour moi sont mes deux que j'aime le moins, avec Thiès Pivette aussi. Donc je vous invite aussi à découvrir ça, et puis surtout, si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Jeunet, visionnez Jean-Pierre Jeunet. Moi, s'il y en avait 2 à vous conseiller, ça serait Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Surtout La Cité des Enfants Perdus, qui pour moi est vraiment le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Jeunet. Ce mois-ci, j'ai visionné Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc c'est le film, il me semble qu'il a fait après Psychose, ou avant. En tout cas, les deux se touchent, il me semble. Donc j'ai toujours un peu du mal avec ce cinéma, non pas qu'il faille le renier, hein. J'ai envie de le connaître quand même, mais bon voilà, c'est vraiment du cinéma très ancien. Beaucoup de gens vont me critiquer peut-être parce que je dis ça, hein, parce que je suis jeune, parce que... Mais j'ai beaucoup de mal avec le cinéma qui dépasse les années 70, on va dire. On peut le considérer comme les années 70, celui-là je crois qu'il est sorti en 69, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vrai que la mise en scène, la façon de filmer, j'arrive pas trop vraiment à comprendre. Peut-être que pour l'époque c'est vrai qu'il a révolutionné, mais encore maintenant, beaucoup de gens le considèrent encore comme un des meilleurs réalisateurs.
moi j'ai du mal à comprendre que sa mise en scène elle a vraiment mal vieilli, il y a des trucs qui sont risibles, que ce soit son découpage au montage, que ce soit les, les réactions d'acteurs, enfin je veux dire tout fait faux en fait, les dialogues, les jeux d'acteurs, ça fait vraiment en fait, on a conscience vraiment qu'on est dans un film, c'est un petit peu ce que le cinéma d'aujourd'hui a au moins le mérite de faire, c'est qu'il tente de brouiller les pistes entre réalité et cinéma, quoi. Quand on regarde un film, on n'a pas forcément l'impression que c'est un film avec des réactions qui sont totalement exagérées, des jeux d'acteurs qui font très théâtral. Ce que je reproche beaucoup au théâtre, c'est d'être toujours dans des réactions pas très réalistes, on va dire. J'aurais pas beaucoup de choses à dire sur celui-là, hein, parce que ouais, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre. Il y a au début, on passe vraiment beaucoup de temps à faire une exposition, alors que finalement, les oiseaux, ça doit tenir une petite demi-heure du film, alors que le film doit durer 2 heures à peu près. Il y a les personnages en vue de l'époque et de la façon dont ils ont été écrits et joués. On a du mal à s'attacher à eux, donc 1h30 avec eux avant de voir des oiseaux, c'est un peu long, on va dire. Le mérite qui fait que ce film peut encore peut-être être considéré comme un film à voir, c'est le fait que le film est assez angoissant. Je pense à un plan qui est quand même assez bien foutu. C'est le plan où elle est devant une école et puis les oiseaux arrivent un par un derrière elle. Et c'est plutôt flippant, plutôt angoissant. La scène finale dans la maison aussi l'est. J'en dirai pas plus, mais la fin du film est plutôt angoissante, la mise en scène est sympathique, en tout cas mieux que ce qu'il faisait au début avec son montage très aléatoire, parfois je dirais même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au niveau des acteurs, bon, c'est exagéré, je l'ai dit. Ouais, le problème du film, c'est un petit peu c'est un peu notre époque qui veut ça, c'est qu'en fait on finit le film sur une ouverture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les oiseaux ne sont pas morts, c'est-à-dire qu'ils continuent à attaquer le village, juste nos héros s'échappent, et donc déjà on nous laisse sur une fin coupée, c'est pas vraiment une vraie fin, enfin je veux dire, les gens vont continuer à se faire bouffer dans le village, hein, il y a juste nos 3 personnages qui sont sauvés. De deux, pourquoi est-ce que les oiseaux ont fait ça ? On ne sait pas, donc ça, comme je le disais, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui on veuille toujours finir un film sur quelque chose de résolu. Après, je veux dire, je vais pas remettre en question, c'est un film d'époque, donc forcément le film est fait, donc on peut pas y modifier. Mais je veux dire, il y a des films qui ne nous donnent pas forcément toutes les clés, je pense à Mulholland Drive, qui finit sur une fin qui est très spéciale et on a l'impression de rien savoir. Mais il y a des indices disséminés qui nous permettent de réfléchir sur ça. Or là, c'est juste, il n'y a aucun indice qui nous permettra jamais de savoir pourquoi est-ce que les oiseaux en sont venus à faire ça. Enfin voilà, c'est un film d'époque et bon, à découvrir si vous voulez peut-être découvrir Hitchcock. Moi je pense que voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour Hitchcock, je verrai peut-être le mois prochain, il n'y aura pas de Hitchcock, ça c'est certain. Je vais pas me remater La Corde ou Vertigo le mois prochain, quoi. Peut-être qu'un jour, sûrement même, je les découvrirai. Mais je suis pas très pressé parce que voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. Le film n'était pas mauvais non plus, hein. Mais voilà, je l'ai regardé comme ça et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ce mois-ci, j'ai vu Lost River de Ryan Gosling, film que j'avais raté en salle et qui surtout n'était pas dans ma salle de cinéma en fait, tout compte fait. Le film me donnait beaucoup envie, même si j'avais vu que Durandal n'avait pas trop aimé. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de critiques, je crois, c'est la seule critique que j'avais vue. D'habitude, j'aime bien regarder plusieurs critiques pour voir si les avis sont différents. Donc là, c'était pas une bonne chose, j'avais vu que la critique de Durandal.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, voire vraiment pas, c'est-à-dire que le film n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais le film est vraiment bien, enfin il est bien quoi. On va parler d'abord du côté de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est le premier film de Ryan Gosling, donc évidemment il se cherche un petit peu on va dire, et il est allé un petit peu des aspirations on va dire. J'exagère un peu parce que moi j'ai trouvé que c'était bien. On ressent clairement les inspirations à la Terrence Malick dont j'ai déjà parlé, David Lynch dont je vais parler, Nicolas Winding Refn dont j'ai parlé le mois dernier. On sent qu'il y a ces aspirations, mais je veux dire que tout ce micmac fait vraiment une identité propre au film. Je veux dire, Nicolas Winding Refn, il fait pas ce genre de film, David Lynch fait pas ce genre de film et Terrence Malick ne fait pas ce genre de film. C'est juste que, ouais, il y a des inspirations, mais finalement, il trouve son identité. Hein. Franchement, je trouvais que c'était quand même assez propre et assez peut-être personnel. Et ouais, s'il travaillait peut-être un peu plus et qu'il y avait... Non, franchement, c'était une très bonne... Moi, j'ai bien aimé la mise en scène qui était très sympathique. Après, il a peut-être voulu, moi, ce que je lui ai reproché, faire, on va dire, une mise en scène symbolique à la David Lynch, un petit peu. Enfin, symbolique, je veux dire, ouais, un petit peu à la David Lynch. Mais on a l'impression que cette symbolique n'a pas vraiment de sens au fond. Le film a du sens, hein, mais juste, il y a des moments où il tente de faire des symboliques au niveau de la mise en scène, des plans qu'il fait, et ça, j'ai pas été très fan. Il y a aussi le fait qu'il veuille faire vraiment un film, il a voulu faire un film vraiment sans presque aucun dialogue, ça parle très peu durant tout le film, très inspiré de Terrence Malick ou de David Lynch parfois. Il trouve ces limites là parce que son écriture n'est pas assez forte pour nous permettre d'avoir aussi peu de dialogue. C'est-à-dire que finalement on finit le film sans vraiment avoir réellement apprécié les personnages. Je pourrais même pas vous dire comment les personnages s'appellent. Ils n'ont pas vraiment d'interaction entre eux, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des liens. Parce que même si faire un film avec le moins de dialogue possible et le plus de mise en scène, c'est cool, mais la vie c'est aussi parler, donc il faut quand même mettre de la communication dans son film. Et là, parfois, les personnages n'étaient pas... Moi j'ai trouvé, il manque quelque chose au niveau des personnages, plus de dialogue pour mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux s'attacher à eux. Au-delà de ça, moi j'ai trouvé que le film était très intéressant, ça non plus, je l'ai pas vu souligner beaucoup de fois. C'est que le film a un propos intéressant vraiment, opposition entre les classes sociales, la classe sociale on va dire ouvrière, qui se bat chaque jour pour nourrir sa famille, et de l'autre côté la classe comment je pourrais l'appeler, des dirigeants, ceux qui ont les matériaux, l'argent, et qui profitent justement de la faiblesse des autres. Il y a notamment une scène qui est très forte que je ne vais pas vous spoiler, mais il y a la mère du personnage principal qui doit bosser dans une espèce de boîte assez chelou, et le chef en profite, on va dire. Vous verrez ça dans le film. Le film tente de rajouter un aspect assez fantastique qui était peut-être dispensable, ça c'est sûr, enfin qui est quasiment sûr. Le film se cherche, on va dire. Je suis confiant pour Ryan Gosling, je me dis qu'il y a moyen de faire du bon cinéma. Le film n'est pas incroyable, mais le film n'est pas mauvais non plus. Je l'ai surtout apprécié pour sa mise en scène, ses couleurs, ses plans, sa photographie. Bon, bien entendu, c'était Benoît Demy, donc faut dire qu'on était plutôt confiant. Il y a Gaspard Noé aussi en aspiration, je trouve. Ça, c'est peut-être parce que c'est le même directeur de la photo que Gaspard Noé, Benoît Demy. Donc ouais, le film est très intéressant et plutôt intéressant sur sa mise en scène,
sur son propos. Après, je veux dire, les personnages et le côté fantastique qui a été rajouté à l'œuvre sont dispensables. Enfin, non, les personnages sont pas dispensables, hein. Ils auraient mieux fait d'être un peu plus étayés et moins vouloir faire réalisateur de films d'auteur, c'est ce que je parlais précédemment, hein. C'est cool de faire des vidéos comme ça parce que je peux parler d'un même thème d'un film à un autre, donc je trouve ça assez sympa. Il a voulu trop faire le réalisateur de films d'auteur en rajoutant, donc je vous disais, cette symbolique et c'est le fait que ces personnages parlent le moins possible. Et ça, c'était assez dispensable et il aurait mieux fait de travailler un peu plus pour que ce soit vraiment une œuvre marquante. Mais le film est cool. Ça sera le mot de la fin pour parler de ce film. Comme promis, on va parler de David Lynch, parce que ce mois-ci j'ai découvert Blue Velvet, un de ses premiers films qu'il a dû... Ouais non, il a déjà fait pas mal de films en fait. Bah alors là pour le coup, pas vraiment emballé. David Lynch c'est vraiment le réalisateur qui peut me faire des films super, et puis après des films que j'aime pas du tout. Là pour le coup... Le film ne m'a fait ni chaud ni froid en fait, encore une fois. Alors pour une fois, au moins on comprend, mais au moins... on comprend l'enquête est plus que compréhensible. C'est une enquête compréhensible, quoi. Même si ça partait au début... le film commence par les découvertes d'une oreille coupée. Je me suis dit, ça va être encore un film pas linéaire du tout et quasiment incompréhensible, avec chacun qui peut se faire sa propre idée. C'est pas du tout le cas, l'histoire est compréhensible de A à Z. Il n'y a même pas vraiment d'enquête en fait. Mais limite en fait, Mulholland Drive et Lost Highway qui sont mes préférés avec Elephant. Elephant Man, pardon. Limite, David Lynch il est meilleur quand il fait des mises en scène où on ne comprend rien et où vraiment on a envie de comprendre. Donc finalement c'est là où il réussit le mieux parce que là ce film ne m'a pas du tout intéressé. L'histoire je l'ai suivie sans réel plaisir, vraiment pas. Les acteurs sont mauvais, sauf Kyle MacLachlan, l'acteur principal de Twin Peaks que j'ai retrouvé avec plaisir, j'étais content de le revoir. Moi j'aime bien cet acteur, c'est vrai qu'il a peut-être un jeu un peu robotique si je puis dire, mais moi je l'aime bien, donc ça me faisait plaisir de le revoir, c'est purement personnel là pour le coup. L'histoire est très lente, on se fait chier à beaucoup de moments, le film n'est pas marquant, à part peut-être la scène finale qui est assez cool. Il baigne dans une ambiance, on va dire, le final est cool. Si je puis dire un point positif pour ce film, moi j'ai bien aimé ce final là. Après pour la mise en scène, c'est une mise en scène très sombre, comme à son habitude, avec une couleur plus bleutée, alors que Lost Highway avait une couleur plus jaunâtre et Mulholland Drive une couleur plus rouge. Là c'est bleuté, c'est noir et bleu. Le début, le début était assez sympa, je rentrais dans l'histoire et puis au bout d'un moment j'ai complètement lâché et la mise en scène de David Lynch, et là c'est vraiment pour le coup pour moi une mise en scène lente et pas vraiment pas vraiment justifié, c'est très lent, on s'ennuie. Faut attendre la toute fin avant qu'il y ait un repic d'envie de finir le film, de continuer le film. Donc non, franchement il n'est pas mémorable et j'aurais vraiment pas plus de choses à dire dessus. Voilà. Si vous voulez découvrir David Lynch, si vous voulez voir un film de David Lynch compréhensible, Elephant Man, qui est pour moi son meilleur, au même titre que Mulholland Drive, qui pour le coup est incompréhensible, et il y a Lost Highway aussi que j'aime beaucoup. Donc ces deux-là en incompréhensible et Elephant Man en compréhensible, découvrez cela plutôt que Blue Velvet qui pour moi est dispensable.
je continuerai David Lynch, mais voilà, ça m'a pas donné envie de continuer quoi. Surtout que la dernière fois que j'avais vu un film de David Lynch, c'était Twin Peaks, et j'avais été déçu du film, en tout cas pas de la série. Donc je voulais me rattraper avec un autre film et j'ai encore été déçu, donc voilà, je sais pas quoi faire. On verra bien la prochaine fois. Ce mois-ci, j'ai vu Babysitting. Je pourrais pas vous ressortir le nom des réalisateurs, je sais qu'il y en a deux, dont celui de l'acteur principal. Je revenais d'Espagne justement, et j'étais dans le bus et j'avais envie de me décontracter, on va dire. Je regardais Babysitting sur mon téléphone portable. Pas les meilleures conditions de visionnage, mais voilà, je voulais pas regarder un vrai film dans lequel il faut mieux se poser et être en bonne condition. Donc j'ai regardé un film qui j'étais quasiment sûr de pas trop aimer, juste pour voir, parce que c'est le genre de film que mes potes, ou les jeunes en général, kiffent beaucoup, et moi j'ai du mal. Je me sens pas du tout discriminé à côté de mes potes, hein, mais c'est juste en termes de cinéma, c'est vrai que c'est le seul truc pour lequel je suis assez différent des autres, et je vise un petit peu haut, si je puis dire. Après, le film n'est pas débile, n'est pas... Voilà. Le film est très moyen, je lui ai mis 10 sur 20, quoi, un truc comme ça, quoi. Pour une comédie, c'est pas non plus la pire note, hein. Le film n'est pas très drôle. Il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, notamment les blagues qui tournaient autour de l'effet de surprise, principalement. Une blague entre Vincent de Sagna et l'arabe, là, le pote un petit peu bronzé, et la blague entre le policier et durant le visionnage de la cassette, il y a le policier qui fait des réflexions assez drôles. Voilà, c'est à peu près tout ce qui m'a fait rire. Le reste m'a fait toujours sourire, on va dire. Il y a des scènes qui sont cool, voilà, on dira cool, puisque c'est le meilleur mot pour les désigner. La scène de karting, la scène de course-poursuite avec les flics. Elle est bien faite, la scène de course-poursuite, je dois l'avouer. Mais vraiment, après, le film n'a pas de suspense, n'est pas vraiment drôle. Je dirais même qu'il est prévisible, parce que en fait, il y a une chronologie inversée, ce qui aurait pu être intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est un found footage dans lequel les gens ont filmé tout, et le lendemain, la maison est détruite, et les flics vont retrouver la caméra dans laquelle toute la soirée était filmée. Mais le truc, c'est qu'on voit le résultat de la soirée, c'est-à-dire qu'on voit que tout est en bordel avant même d'avoir vu la soirée, c'est-à-dire qu'on voit des éléments, ou même encore avant, quand le mec est sélectionné pour faire le babysitting, la femme lui montre des objets, genre l'assiette auquel le mari tient tant. C'est évident que dans le film elle va être cassée, c'est obligé, c'est trop prévisible, et du coup au moment on peut pas rigoler parce qu'on le savait dès le début. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, on les voit et on sait, mais c'est obligé qu'il y aura une blague sur ça. Donc du coup ça désamorce toutes ces blagues là, et voilà. Le film, j'en demandais pas plus que ça, je demandais juste à me divertir un petit peu durant une petite heure et demie, 2 heures. 1h20 en fait, le film dure pas longtemps du tout. Donc seront mémorables 2-3 blagues qui vraiment pour le coup m'ont fait rire, hein, vraiment. Surtout Vincent de Sagna, j'aime bien son personnage, et puis même sa gueule, j'aime bien les Bratislava Boys. Et puis pour 2-3 scènes cool, on se dit on a envie de faire la teuf avec ces mecs, quoi. Et puis voilà, un film pas mémorable. À l'occasion de la sortie de The Lobster, enfin à l'occasion, bon ça fait quand même 2 mois qu'il est sorti, mais bon, j'avais envie de me remettre un petit peu dans la filmographie de Yorgos Lanthimos. C'est pas The Lobster que j'ai vu Alps, son deuxième film qui est pas très connu, on connaît pas mal Canine, pas mal, voilà, il est assez célèbre. Ensuite il y a The Lobster en ce moment, et il y a Alps entre les deux, qui est un film qui raconte c'est Yorgos Lanthimos, donc c'est quasiment inexplicable, hein, mais une société secrète appelée Alps, et qui font des trucs bizarres et on sait pas trop ce que c'est, et voilà. Alors la réalisation de Yorgos, ne prenez vraiment pas à la lettre ce que je viens de dire, parce que dit comme ça vous devez vous dire
vous devez vous imaginer un truc qui sera vraiment totalement différent de ce qui finalement va vraiment être montré dans le film. Donc ne vous fiez pas à mon synopsis. Alps, c'est donc Yorgos Lanthimos. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le mec qui a fait Canine, qui est très intéressant Canine au niveau de son propos et de sa mise en scène. Donc Canine, c'est l'histoire d'une famille qui vont oppresser leurs enfants dans leur maison sans jamais les laisser sortir et en leur faisant croire qu'ils gagneront leur liberté le jour où ils perdront leur canine. Et donc ils leur font croire ce qu'ils veulent. Ils les éduquent de la façon dont ils veulent, c'est-à-dire de façon totalement inexacte, enfin totalement en inéquation avec notre monde à nous, ce que nous avons déjà construit comme civilisation. Et son propos est très intéressant et le film est cool. Donc celui-là, je pense que vous pourrez vraiment le visionner. C'est du Yorgos Lanthimos, donc c'est très lent, c'est très dur à voir. Et c'est le problème de Alps. Le propos est moins fort parce que finalement, on réfléchit pas en se disant... Canine, vraiment, il a un propos très intéressant. Enfin, on se demande si ça existait vraiment, quoi. Des familles comme ça les parents peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs enfants, quoi. Ça fait froid dans le dos. Là, pour le coup, il n'y a pas de truc comme ça. La mise en scène est cool. Enfin, est cool. J'utilise beaucoup trop ce mot aujourd'hui. La mise en scène est très réussie, très intéressante, toujours très froide, avec des décors très blancs, avec des acteurs dans des décors gigantesques, enfin pas gigantesques, mais assez, on va dire, dans des grands espaces, très vides, tout blanc, et puis on a notre personnage au milieu qui donne vraiment un côté très... pas angoissant, parce que c'est pas vraiment le but du film, mais très spécial au film. Et la mise en scène est vraiment originale et très très cool. Je l'utilise beaucoup trop ce mot. Super intéressante. Mais cette mise en scène aussi nous permet donc de découvrir un petit peu cette société au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien au début. C'est vraiment ce que Yorgos Lanthimos veut avec ce film. On a du mal à comprendre vraiment ce que c'est, et puis petit à petit on comprend les motivations. Et puis en fait ça dure tout le film à comprendre. On voit des personnages qui sont en lien, on comprend pas vraiment ce qu'ils font ensemble. Il fait tout en sorte pour qu'on soit perdu. Et au long du film, il tente de nous rattraper et de nous refaire comprendre un petit peu ce qui aurait pu être expliqué dès le début de façon logique. Hein. Donc voilà en quoi le film est bon. Après son propos... je veux dire par rapport après Canine et par rapport à ce que The Lobster propose, je ne l'ai pas vu mais il semble proposer quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que celui-là est moins intéressant dans son propos et puis surtout le gros problème, vraiment encore plus qu'avec Canine, c'est que le film est chiant à mourir quoi. Canine était très ennuyeux. Mais comme il y avait ce propos intéressant qui m'intéressait et qui me donnait envie de comprendre et d'aller jusqu'au bout, je m'ennuyais, mais c'était assez, on va dire, ça allait, c'était passable. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un ennui profond, quoi. Le film dure encore 1h20, et c'est d'un ennui, mais d'un ennui. C'est sûrement un des films les plus ennuyeux que j'ai vu ce mois-ci, et dans le top 5 des films ennuyants que j'ai jamais vus aussi. Donc, Alps, je sais pas si je vous le recommande, je vous recommanderais plutôt Canine. Si Canine vous l'avez aimé, pourquoi pas découvrir Alps, hein, pourquoi pas. Et moi surtout je vais découvrir The Lobster prochainement parce que j'ai envie un petit peu de découvrir un petit peu la suite de ce réalisateur qui malgré tout semble très intéressant. Donc voilà, je vais continuer et puis voilà, on en parlera prochainement. Ce mois-ci, j'ai vu NWA, Straight Outta Compton. Un film de F. Gary Gray qui va être aux commandes de Fast and Furious 8 prochainement. Donc je dis ça parce que je le sais, mais j'ai jamais vu Fast and Furious. Donc je suis pas du tout fan et je m'en fous totalement. Ça se trouve c'est bien, hein. Je n'en reste pas aux préjugés. Mais voilà.
Alors, NWA Straight Outta Compton, c'est le biopic sur NWA, le groupe de rap qui a vraiment lancé la grosse vague de rap américain qui est ensuite venu en France avec NTM, IAM, Funky Family, tous ceux qu'on connaît. Ce film était hyper cool, vraiment c'était vraiment cool. Je vais commencer directement en vous disant ce que je pense du rap américain, c'est que j'aime pas du tout. Je suis vraiment un gros fan de rap français, si vous suivez un peu mes vidéos vous devez le savoir, parce que je parle régulièrement de films en rapport avec le rap. Mais là pour le coup, le rap américain, moi je n'aime pas du tout. J'aime que les grands classiques parce que je les ai écoutés et que ça reste en tête. Mais tu me fais écouter, là tu me fais découvrir un rappeur américain tout de suite en me faisant écouter, en me disant que c'est putain de bien, bah moi j'aimerais sûrement pas parce que le rap américain j'ai du mal, parce que pour moi le rap c'est les paroles, et donc quand tu comprends pas, bah, c'est un peu, tu loupes un peu la moitié du truc quoi. Tu trouves il dit de la grosse merde et puis toi t'es en train de l'enjailler. Donc voilà. Ça n'échappe pas à la règle, hein, parce que je déteste pas, hein, j'apprécie, tu vois, mais je suis pas, après je vais pas mettre les musiques dans ma playlist, hein. J'ai retrouvé des sons que je kiffais, il y a même Tupac qui vient, donc Tupac c'est peut-être mon rappeur américain préféré. J'ai reconnu des musiques de NWA que je connaissais déjà, donc voilà, il y a quelques sons que j'ai bien kiffé, mais en général, les sons nouveaux que je découvrais, j'ai pas pu vraiment les apprécier à leur juste valeur. Le film est vraiment intéressant dans son propos parce que c'est pas juste un film sur du rap. Ça aurait pu être ça en fait, juste montrer les rappeurs. Mais ce groupe était sûrement parfait pour parler de ça parce que c'est un des premiers groupes hardcore qui ont ramené après NTM. IAM n'était pas trop dans cette veine-là, mais des groupes comme NTM, IDLJ ou la Mafia Quinfri en France, qui sont des groupes, ou Ministère à Merde, des trucs comme ça, qui sont des groupes ceux qui font la musique de la haine, bon bref j'ai oublié. Donc ouais, c'est des groupes hardcore, donc c'est vrai, il y a vraiment un propos qui est intéressant derrière, de pas montrer que ce sont juste de pas montrer juste ce que les médias ont montré pendant des années, c'est-à-dire des banlieusards qui détruisaient tout sur leur passage, qui cassaient, qui brûlaient les voitures, tout ça. On montre que déjà ce sont des personnes normales, et puis on montre aussi que c'est plutôt les policiers qui venaient leur chercher des emmerdes juste parce qu'ils étaient noirs, parce que ils avaient tendance à fumer un peu de bœuf et voilà, à faire du rap surtout, ça c'était le gros cliché. Donc voilà, il y a vraiment une opposition entre le groupe et la police qui est très intéressante. Les acteurs sont cool, super cool quoi. On s'attache tout de suite à eux quoi. Les trois personnages, je les ai tout de suite kiffés, que ce soit Dr. Dre Dr. Dre, je dois avouer que j'aime beaucoup quand j'écoute que ses musiques. S'il n'y a pas de rap dessus, ça j'aime beaucoup, parce que pour moi c'est un des meilleurs beatmakers. Eazy-E, Ice Cube, ils sont super cool ces mecs-là, surtout que je crois que c'est pour Ice Cube, c'est son fils qui a joué son personnage. Donc voilà, en plus le film, ah oui, c'est un point, au moins faut vraiment que je le souligne, parce que comme je vous le dis, j'ai du mal à être ému vraiment devant un film, et j'ai jamais pleuré devant un film. Et NWA m'a fait cet effet, j'ai pleuré pour la première fois parce qu'à la mort de Eazy-E, donc c'est pas un spoiler parce que voilà, il est mort dans la vraie vie. C'était tellement touchant, tellement bien filmé, je m'étais attaché à ces trois personnages, et les réactions de Dr. Dre et de Ice Cube par rapport à la mort de leur pote étaient vraiment très touchantes. Voilà, ça m'a touché parce que aussi c'est du rap et que je me reconnais là-dedans. Parce que j'adore cette culture-là. Ouais, donc je voulais rajouter aussi, ouais, on ne s'ennuie jamais durant le film. Et si je devais rajouter un petit bémol, parce que j'ai pas dit grand-chose sur le film, mais le film est vraiment super. Au niveau des concerts, on est happé avec eux. Il y a des moments où il y a vraiment des tensions. Je pense au moment où les flics viennent les attaquer directement en concert. Je pense au moment où il y a des disputes entre eux, les moments où en fait ils se sont fait arnaquer par des producteurs de merde. Tout ça, c'est vraiment cool. Si je devais rajouter un petit bémol à ce film,
ça serait que, ben, en fait, NWA, on a l'impression qu'en fait, c'est juste 3 mecs dans le film. C'est vraiment ça, hein. Alors qu'en réalité, ils étaient au moins 6 ou 7. Donc ça, je trouve dommage de s'être intéressé seulement à 3 personnages et de les avoir mis vraiment en avant et de pas avoir parlé des autres. Si on faisait aujourd'hui un film sur IAM, c'est sûrement ce qui arriverait. On mettrait en avant Akhenaton, Shuriken et Freeman, et puis Kefren, Keops et Imhotep à la trappe. Donc voilà, c'est dommage. Bon, en fait, je le savais pas, je me suis renseigné en fait, et je me suis rendu compte qu'il y a des personnages qui sont passés à la trappe. Donc durant le film, j'étais pas vraiment choqué plus que ça, mais je trouve ça dommage d'avoir fait ça, parce que voilà. Et puis il y a Snoop Dogg aussi qui apparaît dans le film. Et puis il y a Tupac, donc ça c'est cool. Et un film sur Tupac qui va bientôt sortir, donc là, j'y vais direct. Donc voilà, NWA Straight Outta Compton, c'est vraiment un super film. Que vous soyez fan de rap ou pas, ce film pourra vraiment plaire à tout le monde et c'est une très grande réussite pour moi.